La croissance économique, c'est le phare dans la tempête pour nos politiques en période de crise. Mais notre économie peut-elle garder ce cap alors que nos ressources sont limitées? Et sinon, quel nouveau modèle imaginer? On en parle ce soir dans cette 5e soirée thématique de l'année sur Calédonia. Tout de suite dans Ça vous parle, puis à 19h55 avec le documentaire Sacrée Croissance de Marie-Monique Robin. Bonsoir et bienvenue. Produire chaque année un peu plus et donc consommer davantage d'une année sur l'autre, c'est le principe de la croissance économique, pilier de notre modèle actuel. Mais cela veut aussi dire puiser chaque année davantage dans nos ressources qui sont limitées. Dans ces conditions, peut-on continuer à miser sur la croissance économique? Quelles sont les alternatives? On en parle ce soir avec nos invités. Séverine Blaise, enseignante-chercheuse en économie politique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et Rebecca Frola-Mignana, directrice de Envie, une entreprise qui propose un recyclage haut de gamme par des travailleurs en situation de handicap. Nous verrons si ce modèle d'entreprise pourrait inspirer d'autres sociétés. En cours d'émission, nous irons au Tour de Magenta. Les habitants y ont ouvert un snack solidaire, alimenté notamment par les fruits et légumes de leurs jardins familiaux. Puis en fin d'émission, place au jeu. Chavi nous a préparé un quiz écolo, 5 questions et une seule gagnante à la fin. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, avant de commencer notre discussion, je vous propose un très court extrait du documentaire que vous pourrez découvrir tout à l'heure à 19h55. Voici une image qui décrit une partie de notre modèle occidental. Voici le mode de vie des Américains ou du monde occidental. Ça, c'est une grosse voiture, et ça, une grande maison, et tous nos voyages et toute la viande que nous mangeons, tout ce qui fait que nous sommes de gros et lourds consommateurs. La question, c'est comment ramener l'âne sur le sol. Voilà, ce sont les explications de Søren Hermansen, le directeur de l'Académie de l'énergie de Samson, une île aux Pays-Bas. Rebecca, ça vous inspire quoi cette image ? C'est effrayant. Effrayant, mais tellement réel. Et puis, c'est effectivement ce que l'on vit, alors, malheureusement. Séverine, est-ce que cette image pourrait se transposer au modèle calédonien ? Oui, tout à fait. Le modèle de développement que suit la Nouvelle-Calédonie, c'est un modèle de développement industrialiste, fondé sur l'activité minière. Donc c'est effectivement un modèle de développement qui est très consommateur d'énergie, de ressources, et surtout qui est très émetteur de gaz à effet de serre, alors même que l'urgence est à leur décroissance. Alors ça veut dire que notre modèle économique, comme beaucoup d'autres modèles, est basé sur le principe de croissance. Donc pour l'expliquer, c'est produire chaque année un petit peu plus et consommer davantage. On peut le résumer comme ça. Oui, alors tout ça, ça vient aussi du principe du prêt à intérêt, qui impose cet objectif de croissance économique d'une année sur l'autre, et la nécessité donc de réaliser du profit. Donc jusqu'ici, on produit, en tout cas en Calédonie, ces 20 dernières années, on a produit chaque année un peu plus. Oui, tout à fait, comme on le voit sur le graphique, la croissance qu'a connue la Nouvelle-Calédonie ces dernières décennies était très très forte. Même si elle a été très inégalement répartie au sein de la population. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit bien qu'il n'y a pas de relais de croissance après la construction des différentes usines, et que donc on a du mal à poursuivre ce processus. Alors ça tient aussi évidemment à des facteurs externes, mais ça vient aussi des limites du modèle. Oui. Alors justement, on voit, on est même passé à une croissance négative, c'est-à-dire que le modèle ne fonctionne plus. Oui, effectivement, c'est un modèle qui est à bout de souffle parce que nos ressources s'épuisent, en particulier les ressources énergétiques sur lesquelles notre système est fondé, les ressources pétrolières. Et en plus, donc, c'est un modèle qui crée beaucoup de dépendance, beaucoup de vulnérabilité, comme on a pu s'en rendre compte à l'occasion de la crise du Covid. Alors au niveau politique, l'idée de décroissance est portée par l'extrême gauche et par certains écologistes, mais on l'entend plus tant que ça dans les discours. Est-ce que ça fait peur, la décroissance ? Oui, effectivement. Le mot de décroissance, c'était l'objectif. C'était vraiment un mot obus pour choquer un petit peu les gens, réveiller les consciences, et qui a souvent du coup une connotation très péjorative, très négative. Pourtant, l'idée de la décroissance, c'est simplement l'idée d'arrêter cette croissance illimitée de richesses matérielles. Et au-delà de ça, ça implique simplement qu'en fait, il y a des productions
considérées comme nocives qui doivent diminuer. D'autres, comme le logement, l'habillement, qui évidemment doivent être maintenus. Et surtout que l'on doit produire davantage de biens relationnels, c'est-à-dire favoriser les relations, la convivialité, les relations sociales. Alors Rebecca, on va parler de votre modèle à vous, en tout cas celui de votre entreprise. Vous êtes la directrice d'Envie, dont l'objectif n'est pas de produire de nouvelles choses pour le coup, mais de recycler des objets qui existent déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre activité ? Alors on recycle et on surcycle, donc on crée effectivement de nouveaux objets, mais avec que des matières soit oubliées, soit usagées, jamais souillées, parce qu'autrement on ne peut pas réaliser de l'éco-design. Comme quoi par exemple ? Quelle matière vous utilisez ? Donc on utilise de la tôle, on utilise des textiles, de différentes matières, du bois, des stores, des câbles, du métal, nos partenariats qui ont été créés, on arrive à récupérer de la matière qui à la base est jetée. Donc c'est vrai que nous on la récupère pour la transformer en objet plutôt éco-design, de l'ameublement, des lampes, des choses qui, je pense, plaisent aussi à une clientèle, puisque c'est vrai qu'on est très à cheval sur la qualité et puis sur la beauté de nos objets, mais les gens n'en reviennent pas que ça ne soit qu'avec des matières qui sont des rebuts. L'idée, c'est de produire quelque chose d'unique aussi, puisque c'est pas de la production en série. Alors, c'est de la petite production, petite série, et puis on va lancer très prochainement des collections capsules. On va être encore plus sur la petite série. Et ce qui est intéressant aussi dans nos process, c'est que quand il n'y a plus de déchets, la collection est terminée. Voilà. Donc, on a des fois des déchets qu'on a de manière régulière, et puis des fois, on a un gros apport de déchets où on va réaliser une série, et puis cette série après c'est terminé puisqu'on n'a plus le déchet disponible. Et je pense que c'est toute cette réflexion autour justement de la seconde vie qui je pense est vraiment dans la fondation de ce qu'on réalise, puisqu'on est aussi une structure d'insertion par le travail pour des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Alors justement, tout à l'heure, Séverine parlait de la valeur des relations et des échanges humains. Vous, c'est aussi le cœur de votre entreprise. C'est le cœur d'Envie. C'est vrai que moi, j'ai créé cette structure d'insertion par le travail puisque je suis conseillère en insertion et formatrice auprès de ce public depuis 20 ans sur le territoire, et je trouvais qu'il manquait de tremplins d'insertion. Et étant très sensible aussi à notre écologie, à l'économie circulaire tout simplement, j'ai trouvé que se servir d'objets qui avaient déjà eu une vie pour donner aussi une seconde chance à des personnes, ça avait tout son sens justement. Alors, est-ce que ce modèle, on va dire original, qui n'est pas encore dans la norme des entreprises, est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent aujourd'hui avec ? Alors, oui, on développe un chiffre d'affaires, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est être dans de l'économie sociale et solidaire, c'est être dans de la sobriété, mais aussi on doit bien sûr pouvoir gagner sa vie. Payer les salaires de nos salariés. Ils sont tous salariés, même nos travailleurs en insertion sont en contrat d'insertion, donc je paye toutes les charges, ils sont en CDD de 8 mois. Ils ont cette couverture, et je pense que c'est aussi important parce que c'est valorisant aussi pour eux. Ils ne sont pas juste en stage, ils ont un CDD qui est géré par le Code du travail. Donc oui, il faut effectivement faire du chiffre d'affaires, autrement on ne peut pas exister. Après, on existe justement avec ce mix des deux, d'aide et de subventions, et aussi de mécénat, puisqu'on a des entreprises qui nous aident, mais par aussi notre activité qui est une activité de création pour la boutique, et aussi de tout ce qui est commande plutôt personnalisée pour des entreprises, pour des particuliers. Alors l'économie, ça passe par les entreprises, mais pas seulement. Les associations aussi peuvent créer de la richesse. Et là aussi, d'autres modèles sont à inventer. Autour de Magenta, les habitants ont ouvert un snack solidaire, alimenté notamment par leurs jardins familiaux. Un reportage d'Audrey Poedy. C'est au tour de Léon et de sa femme de cuisiner pour les apprentis d'un chantier d'insertion mené au sein des tours de Magenta. Inauguré au mois de mai, le snack solidaire Nakamoreux permet à 58 foyers d'obtenir des revenus. Chaque semaine, il y a une famille qui vient pour cuisiner pour les jeunes.
Parce que c'est un truc au début qu'on a... Normalement, ça devait revenir à l'association Mieux Vivre à Majdato. Et puis on a décidé qu'il fallait partager avec les familles. Pour avoir un petit revenu à la fin de semaine, quoi. Il y a des produits qu'on cuisine, des produits qui viennent du jardin familial. Ce n'est pas tous les produits, mais on a quelques-uns viennent de là-bas. Ouais, ça c'est une parcelle. Voilà, regarde. Bien. Tu vois ? Ça aussi, c'est un côté pour ravitailler le Nakamura. Et certains des produits cuisinés au snack ne viennent ni des jardins familiaux, ni du magasin. On a des produits qui nous arrivent aussi des îles, de la famille, de Brousse. C'est toute une grande famille, quoi. On travaille ensemble nos produits. Le but aussi, c'est de faire valoir nos produits ici de chez nous. Voilà. Même si c'était un petit snack qui est situé dans un quartier populaire, mais on veut leur montrer aussi qu'on est capable de faire quelque chose aussi. Voilà. Même en vivant sur nous-mêmes. Attends, ça arrive. Après, ce qui reste, mamie, tout ça, ils sont tout seuls. Quand ils n'ont pas de pied, je dis, mais ça fait rien quand vous allez coucher vos petits trucs. Le snack solidaire a déjà fourni de la nourriture lors de grands événements. À l'avenir, son responsable, Léon Vama, ancien chef cuisinier, aimerait former des jeunes au sein du Nakamura. Une réaction, Rebecca ? Oui, on intervient aussi autour de Magenta grâce à l'association Mieux Vivre Autour, qui est une association ultra dynamique. Et effectivement, je trouve que ça a tout son sens. Un snack avec des produits du potager. Nous, on intervient aussi pour apprendre aux habitants à surcycler, à apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, qui est plus ce réflexe de jeter, peut-être, de réparer, de pouvoir aussi se dire je peux faire de jolies choses, même avec un objet qui aujourd'hui me sert pas à grand chose. Voilà. Donc ça a tout son sens et ils sont très dynamiques au niveau de l'association. C'est vraiment super ce qu'ils réalisent. Séverine, vous connaissiez ce projet de Snack Solidaire ? Non, je ne connaissais pas ce projet en particulier, mais je trouve que c'est évidemment d'excellentes initiatives. Toutes ces initiatives qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire, elles sont vraiment au cœur de la transition écologique et de ce qu'il faut vraiment développer pour changer de modèle. Alors juste pour rappeler peut-être à nos téléspectateurs, l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi ? Alors en fait, l'économie sociale et solidaire, ça regroupe différentes activités qui se caractérisent d'une part par les structures. Généralement, ça peut intervenir dans des coopératives, dans des mutuelles, dans des associations. Les GDPL en Nouvelle-Calédonie relèvent aussi de cette catégorie. Et donc ce sont des structures qui privilégient l'utilité sociale des projets et pas leur utilité économique en termes de maximisation du profit. Et de plus, elles se caractérisent par cette logique donc, de gestion non lucrative et aussi un principe de démocratie dans le fonctionnement sur le principe un homme, une voix. Et donc, ce sont effectivement des activités qui sont très intéressantes parce que non seulement elles produisent de la richesse économique, monétaire, mais en plus, elles créent de la plus-value au niveau social, au niveau sociétal, par donc l'amélioration du bien-être des populations auxquelles ça contribue. Et puis, généralement, elles sont aussi étroitement associées justement avec la préservation de l'environnement. Rebecca, vous connaissez d'autres entreprises d'économie sociale et solidaire ? Vous en êtes peut-être inspirée dans votre projet ? Oui. Pas trop sur le territoire, mais c'est vrai que moi je me suis inspirée de modèles plutôt métropolitains. C'est vrai que en plus je vais les voir bientôt et ça c'est une vraie consécration, les résilientes d'Emmaüs,
qui est un atelier d'éco-design où ils réalisent des objets avec que des matières de réemploi. Il y a aussi l'association AWA sur Paris qui réalise, alors c'est plutôt du surcyclage mais de mode, avec des femmes souvent très éloignées de l'emploi ou qui ont eu une vie difficile. Et c'est tout à fait ça, c'est la valeur ajoutée humaine, le management participatif. Nous, c'est vraiment ce que j'essaye d'impulser, et mon équipe aussi au sein d'Envie. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment une réunion hebdomadaire où tout le monde a son mot à dire, même sur l'éco-design. En fait, on a une chef d'atelier qui est éco-designeuse, mais nos travailleurs aussi ont leur mot à dire. Ils aiment aussi décider, ils ont des idées, donc on essaye de tenir compte de cette créativité, et la co-création, je pense qu'elle est vraiment nécessaire parce que ça permet l'épanouissement. Cette idée de gestion démocratique dont parle Séverine, ça vous parle en tant que gérante? Complètement, puisque c'est vraiment tout doucement ce qu'on met en place. Et puis, c'est pas aujourd'hui, effectivement, j'ai pas de label entreprise ESUS comme il peut exister en métropole, mais on met déjà en place les fondations, les fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, en espérant qu'un jour on ait un cadre juridique. Voilà. Alors depuis le Covid, il y a un phénomène qui s'est amplifié, c'est la volonté pour la jeune génération notamment de renouer à un métier qui fait sens, et cela va de plaire avec un modèle économique cohérent. Si on allie les deux, cela donne ce projet qui a vu le jour à Toronto au Canada. C'est un extrait du documentaire Sacrée Croissance. J'ai étudié les sciences politiques. J'ai étudié le français. J'ai étudié les sciences politiques et la géographie. J'ai étudié l'économie. Je travaillais dans le droit financier. Je conseillais de grands fonds de placement privés. En Amérique du Nord, on les appelle les career shifters, les mutants professionnels. Tous ont fait de longues études et exercé un métier plutôt bien payé avant de se reconvertir de manière radicale. C'est le cas de Ran, qui travaillait à la bourse de New York, et de Phil, qui était architecte. En 2011, ils ont créé Fresh City Farms, une coopérative d'agriculture urbaine qui produit des légumes bio dans la banlieue de Toronto. Avec ses 25 membres, Fresh City Farms incarne un vaste mouvement planétaire qui a compris qu'il était urgent de changer de paradigme économique ici et maintenant. L'agriculture urbaine est l'un des mouvements les plus importants de notre temps. Comme nous le savons, nous n'avons qu'une seule planète. Nous n'en avons pas trouvé d'autre. Le but, c'est de vivre de telle manière que les futures générations puissent aussi vivre pleinement. Les menaces sont réelles, mais nous avons les solutions. Nous n'avons pas besoin d'une technologie magique ni d'inventer quelque chose de nouveau. C'est seulement un problème humain. Ce n'est pas un problème technologique. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de gaz carbonique, moins de pesticides, plus d'argent pour l'économie locale. L'agriculture bien faite est vraiment emblématique de ce que devrait être une économie bien faite. Vous êtes d'accord avec ça, Séverine ? Oui, complètement. Il est urgent effectivement de modifier radicalement tous nos processus de production, de consommation, surtout de réduire notre empreinte écologique et puis les diverses pollutions massives que nous occasionnons un peu partout sur la planète. Et l'agriculture, effectivement, c'est vraiment le secteur qui est identifié comme le plus porteur pour la transition écologique. En particulier parce qu'il est aussi un grand pourvoyeur d'emplois. Et donc, c'est effectivement un des secteurs à promouvoir pour engager la transition. Et est-ce que la crise Covid a accéléré la mise en place de circuits courts ou même de démondialisation ?
Oui, complètement. Alors, le processus de démondialisation, il est déjà engagé depuis quelques temps, puisqu'on voit bien qu'au niveau international, on n'arrive pas à aller plus loin dans la libéralisation du commerce, parce que beaucoup de pays, justement, réalisent qu'on ne va peut-être pas dans le bon sens. Et effectivement, la crise du Covid, elle nous a rappelé la forte dépendance que l'on avait aux importations, notamment énergétiques, mais alimentaires aussi. Je crois qu'il y a une prise de conscience vraiment aiguë qui s'est faite en Nouvelle-Calédonie, et que sur un petit territoire comme le nôtre, eh bien, il est urgent de devenir autosuffisant, au moins sur le plan alimentaire. Alors tout à l'heure, on a parlé d'économie sociale et solidaire. Sur le papier, c'est vrai que ça semble idéal. Est-ce que ça peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité ? Est-ce que ça peut être un modèle on peut se baser uniquement sur ce modèle-là pour construire une économie ? Alors ça, c'est justement une question qui fait l'objet de beaucoup de débats. À minima, oui, évidemment, l'économie sociale et solidaire peut exister, coexister à côté de l'économie marchande et de l'économie publique. Mais certains, dont je fais partie, pensent que ça a même le pouvoir de remplacer l'économie marchande capitaliste, puisque finalement, toute entreprise peut s'inscrire dans cette logique d'utilité sociale, ce mode de fonctionnement non lucratif, démocratique. Toute activité peut s'inscrire dans cette logique. Et donc, je pense que effectivement, ça a le potentiel pour être peut-être le nouveau modèle à mettre en œuvre. Rebecca, je vous vois hocher de la tête, vous partagez cette opinion ? Oui, parce que je pense qu'à la base, qu'on ait de la démocratie au sein d'une entreprise, c'est presque normal, mais bon, pas pour la majorité des entreprises actuellement, mais même on voit la mise en place des RSE, de la RSE. Alors RSE, pour nos téléspectateurs, ça signifie ? La responsabilité sociétale et environnementale, des entreprises. Alors, il ne faut pas que ça fasse du greenwashing aussi, c'est-à-dire faire croire qu'on est écolo, mais oui, pas tant que ça. Voilà, la RSE, il faut vraiment que ça s'inscrive, j'ai envie de dire, dans les fondations de ce que l'entreprise va mettre en place, pas juste un peu de vernis et puis quand on gratte, il n'y a pas grand-chose en dessous. Donc c'est vrai que j'en parle en connaissance de cause par rapport à l'insertion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté des entreprises, mais il faut aussi que les entreprises comprennent qu'il va falloir adapter des postes. Il va falloir peut-être aussi mettre en place des tutorats, des choses qui aujourd'hui ils aimeraient embaucher des personnes en situation de handicap, mais avec presque un profil bac plus. Et on sait que notre profil, le profil des personnes qui ne trouvent pas d'emploi actuellement en portant un handicap en Calédonie, c'est plutôt des profils avec des niveaux bas d'études, avec peu de compétences, mais beaucoup d'aptitudes. Voilà. Donc je pense qu'aussi c'est cette prise de conscience aussi des entreprises de réévaluer peut-être leurs besoins et l'adapter aussi aux besoins des publics qui aujourd'hui ont besoin de trouver du travail pour vivre. On voit aussi que la crise Covid a fait beaucoup de mal au niveau des personnes isolées, dont le public dont je m'occupe, vraiment. Donc l'isolement, c'est terrible. C'est ce qui fait qu'on n'est pas citoyen, c'est qu'on est à côté. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour que ces personnes arrivent à trouver leur place comme tout le monde. C'est ça l'inclusion. Ils sont contents de toucher un salaire, de travailler, de se lever. Sauf que des fois, il va falloir un peu adapter. Et donc, tout ce rôle de l'entreprise marchande, c'est aussi de s'adapter avec le public de manière générale, des personnes peut-être éloignées de l'emploi, des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Merci beaucoup, merci mesdames. Avant de se quitter, on va jouer et on va faire un petit changement autour de la table pour accueillir Chavi. C'est la chronique de Chavi. Bonsoir Chavi. Bonsoir Blandine. Alors, tu vas mettre nos connaissances à l'épreuve. Exactement. Alors, je ne vais pas vraiment détendre l'atmosphère, ça reste des questions qui sont gravissimes. Mais on est dans quelque chose d'un peu plus ludique. Mesdames, j'espère que vous êtes prêtes à jouer. Voici la première question. On est prête. Laquelle de cette entreprise de tri n'existe pas en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est Recycool ? Est-ce que c'est Oletri ? Ou est-ce que c'est Tecodad ? Moi, je dirais Recycool. Et pourquoi ? Parce que je connais les deux autres.
Vous êtes bien informés. Parce que c'est moi qui ai inventé Recycool, du coup je me suis dit que c'était pas terrible comme nom peut-être, merci. Voici la deuxième question, félicitations. On salue Oletri et Ecodat bien sûr. La Nouvelle-Calédonie émet par habitant autant de CO2 que la Chine, les États-Unis ou le Pakistan. À vous de jouer. Alors, La Chine. la Chine, moi je dirais les États-Unis. Ouais, alors ce sont les États-Unis. La Chine, c'est les plus gros pollueurs. Les États-Unis sont deuxièmes. Et le Pakistan est le pays le plus pollué, lui, pour le coup. Donc on est comme la Chine ou comme les Les États-Unis? États-Unis. Ah, voilà, j'ai un point, merci. Alors, nous sommes environ 7,7 milliards d'humains sur Terre. Bientôt 8 milliards, selon un article du Monde. À la fin de l'année, normalement, nous serons 8 milliards. Alors, en quelle année étions-nous 2 fois moins sur Terre, c'est-à-dire 4 milliards? J'ai 3 propositions pour vous, pas de panique. Est-ce que c'était en 1855? Est-ce que c'était en 1922? Ou est-ce que c'était en 1974? 4 milliards sur Terre. Moi, j'aurais dit 1974. Moi aussi. Ouais, C'est très près, 74. Ouais, c'est vrai que ça. 22. Ouais, c'est très près, mais ça va très très vite. En 74, on était 2 fois moins. Waouh. Ah ouais, Ouais. impressionnant. Ouais, c'est un peu flippant même. Oui, flippant. Alors, on va vous rassurer maintenant avec une réponse qui, je l'espère, sera rassurante. Au cours de l'année 80, les Français ont acheté 1,8 million de véhicules neufs. On parle des Français, 1,8 million de véhicules neufs. Combien ont-ils acheté de véhicules neufs en 2021? Est-ce que c'est 1,6 million, donc moins qu'en 1980, ou est-ce que c'est 2,3 millions? Moi, je dirais moins, parce que dans les années 80, on y allait, non, niveau Ah ouais. consommation. Ben alors, Ok. Oui, on va être optimiste, je dirais moi aussi. Ouais, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai. Enfin, une bonne nouvelle qui n'est pas une super nouvelle pour le marché de l'automobile. Mais clairement, on achète moins de voitures neuves que dans les années 80. Voilà, nous sommes sur un chiffre d'1 600 000 voitures neuves. Pour la France, c'est déjà pas mal. Le fameux jour du dépassement. Il y a plein de gens qui se sont posé des tas de questions à propos de ce jour de dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est là? Alors, c'est le jour où on a consommé toutes les ressources de la planète et que nous sommes donc sur une dette ensuite sur le reste de l'année. Alors, le jour de dépassement, c'était cette année. Ce jour aura lieu le 28 juillet. 28 juillet, donc au milieu de l'année quasiment. Quelle était la date du jour de dépassement en 1970? Est-ce que c'était le 1er avril? Est-ce que c'était le 29 décembre? Ou est-ce que le jour du dépassement n'était pas encore atteignable? Quelle année? En 70. moi, je dirais que c'était pas atteignable à l'époque. Ouais. Il était au 29 décembre, Ah ouais. c'est-à-dire qu'il était très très près et que c'était pas vraiment grave, on est d'accord. Enfin, il était très très loin, je veux dire, Ouais. pardon, dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, on est donc sur un jour qui est beaucoup plus proche. Je le rappelle, donc cette année, ce sera le 28 juillet, on fera une petite fête. Donc voilà, à la fin du mois. Merci, Chavi, pour ce quiz. Vous avez été forte, super forte. Ouais, pas si mal, hein. Merci beaucoup, merci à vous, mesdames, d'être venues sur le plateau de Ça vous parle. C'est la fin de cette émission, mais la soirée continue sur Calédonia. À 19h55, retrouvez le documentaire Sacrée Croissance de Marie-Monique Robin. Belle soirée.